Aujourd'hui, on va essayer de se préparer à un éventuel marché baissier. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais connu de marché baissier, donc c'est pour ça que j'ai jugé utile de faire ce webinaire qui va se dérouler en deux phases. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui fondamentalement me fait dire que le marché est relativement fragile et qu'un marché baissier pourrait se déclencher à n'importe quel moment. Mais n'importe quel moment, ça peut être demain et ça peut être dans 6 mois, 1 an, etc. J'en sais rien, ça. La dernière fois qu'un marché baissier s'est présenté, c'était en 2000, là, suite à une bulle, dont on voit ici la progression. Là, vous êtes sur le Nasdaq, qui était le principal déclencheur du marché baissier, je dirais, avec une hausse, vous voyez, qui est assez forte. Là, vous avez les cours de 74 à 99, fin 99 en fait. Et vous voyez que le marché apparemment était relativement régulier et a fait une pointe, une poussée haussière sur la fin. Seulement ça, vous voyez, c'est une échelle arithmétique, hein, 100, 2000, 3000, 4000. Donc voilà en échelle, l'échelle logarithmique, pardon. Et voilà en échelle arithmétique, donc en échelle dont vous avez l'habitude, a priori, surtout si vous faites de l'intraday. Et là, on voit nettement l'accélération qu'il y a eu et l'accélération terminale assez énorme. Et tout ça, voilà le gros plan de cette dernière partie de hausse, en fait, où vous voyez que la hausse était relativement régulière, et d'un coup, ça s'est emballé, ça a hésité un petit peu, ça s'est remballé encore, pour finir par atteindre un sommet qui ne sera atteint que quelques années plus tard de nouveau. Sur la bulle de 98, vous avez également le dos qui a réagi. Alors, la bulle était due à des valeurs technologiques, mais les valeurs industrielles également se sont vues prendre un coup dans la figure. Donc là, pareil, nous sommes en échelle logarithmique, de manière à voir un petit peu comment se comportait le marché et comparer les époques les unes aux autres. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, comment on a vu cette fois en arithmétique. Vous voyez que la montée a été assez forte jusqu'en 2000, 2000 où il y a eu une première crise, et puis le marché est remonté et on verra ce qui s'est passé après. Donc voilà, sur le Dow Jones, le résumé de cette montée. Et le marché baissier, donc, est intervenu en 2000-2003. Donc, la différence entre un à-coup de marché, je dirais, comme le Covid ou autre, et oui, le Covid, c'est un à-coup. Hein. Le marché est descendu pour remonter un petit peu plus. La crise de 2008, pour ceux qui l'ont connu, ça a été à peu près pareil. Ça a duré quelques semaines, quelques mois maxi, et s'est remonté directement derrière. La différence, c'est qu'un marché baissier, ça dure. Et ça ne dure pas un mois ou deux, ça dure un an ou deux, ou trois. Ici, ça a duré presque 3 ans. Voilà ce que ça représente. Donc, vous voyez la montée qui avait eu lieu ici, sur le CAC, et la montée du CAC et la descente derrière. Ça, c'est un marché baissier. Vous voyez, on commence en 2000, mi-2000 à peu près, et ça a duré en 2001, 2002 jusqu'à peu près mi-2003. Donc, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu et que j'aimerais que vous soyez aptes à trader quand ça se présentera, si ça se présente. Donc, voilà le marché baissier de 2000-2003. Ça, c'est sûr, je suis obligé de m'approcher. Hein. Le Nasdaq, ici à gauche, le SP500, ça, c'est le Dow Jones, et ça, c'est le CAC. Donc, vous voyez, tout a baissé à peu près de manière uniforme. Le Dow Jones a résisté beaucoup plus que les autres, mais a fini quand même par craquer un petit peu sur la fin. Enfin, un petit peu, c'est pas mal quand même. Donc, vous voyez, le marché baissier. Alors, dans un marché baissier, vous avez aussi des phases haussières. C'est ça le piège. On a l'impression que ça repart. Là, on a l'impression qu'on a vraiment atteint le fond. On remonte, on stagne un petit peu, on pense qu'on va repasser en marché haussier, mais non, ça continue encore. Ça continue encore beaucoup, puisque là, on est passé de 7000 à 2500. 7000 à 2500, ça fait quand même une petite chute. Hein. Alors, la première partie, donc, je vais vous montrer un petit peu quelques données fondamentales qui font réfléchir, au moins. Bon, il faut savoir que les entreprises rémunèrent de plus en plus leurs dirigeants en fonction des résultats. Et c'est avec la croissance de la bourse, donc les chèques des PDG s'allongent, les stock options, etc.
On voit qu'en 70, ils étaient relativement peu importants. Et puis, ici, mon graphe s'arrête en 2016, mais ça a continué de monter depuis. Les chèques des PDG deviennent de plus en plus importants, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus liés aux résultats affichés par l'entreprise. Donc, il y a bien sûr des inégalités qui se créent. En France, par exemple, en 2011, on était de 1 à 67 entre le salaire moyen et le salaire du dirigeant. Donc, le dirigeant fait en moyenne 67 fois plus que le salaire moyen, en fait. Et vous voyez qu'en 2021, on est passé à 97. Donc, en France, ça a augmenté, mais pas autant que globalement aux États-Unis. On passait de 67 à 97. Et sur la S&P 500, en l'espace, cette fois, d'une durée quand même beaucoup plus importante, parce que là, j'ai plus de statistiques, en fait. On est passé donc de 22 fois le salaire moyen à aujourd'hui 254 fois le salaire moyen. Par rapport à 97 en France, vous voyez qu'on n'exagère pas énormément finalement en France. Les marchés et l'économie sont-ils liés? Alors, ce ne sont pas vraiment les actionnaires qui prennent les décisions, mais ils donnent les orientations. Ils orientent les choix de l'entrepreneur, c'est-à-dire du PDG d'une manière générale, parce qu'on parle plus des grosses entreprises que des small caps. Que veulent les actionnaires? Ils veulent une meilleure rentabilité. Ils veulent plus de dividendes, et ils veulent que les actions montent. Et les dirigeants, ils veulent une meilleure rémunération, c'est-à-dire les meilleurs résultats, mais ils ne vont pas rester 10 ans. Ils peuvent, mais c'est relativement rare. Souvent, ça change. Il reste 10, 5, 2 ans quelquefois. Et ce qu'ils veulent, c'est les meilleurs résultats, bien sûr, le plus vite possible, de manière à pouvoir les toucher. Donc, ce sont les dirigeants ensuite qui choisissent les orientations des entreprises. Et les orientations des entreprises peuvent être faites sur plusieurs niveaux. On va voir ça tout de suite après. C'est-à-dire un niveau, une vision long terme, de manière à assurer la pérennité de l'entreprise, ou plutôt une vision court terme pour avoir les meilleurs rendements possibles pendant la durée du mandat du PDG. Donc, comment les entreprises dépensent leurs bénéfices, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, les statistiques ici sont sur le SP500. Elles dépensent 55% de leurs bénéfices en rachat d'actions. Pourquoi en rachat d'actions? Parce que quand ils rachètent des actions, mécaniquement, le cours de l'action monte, donc les actionnaires sont contents. Ensuite, ils utilisent 39% de leurs bénéfices pour les dividendes aux actions. Et il ne reste en réalité que 6% pour augmenter les salaires et assurer une croissance, faire de la recherche, adapter leur entreprise en fait au monde qui évolue. Donc par résultat, on entend dividendes et augmentation du cours de l'action. Alors, les dividendes, là, je vous ai mis un graphe qui montre les dividendes de LVMH. Vous voyez qu'ils ont quand même pas mal progressé sur les dernières années. Il faut savoir que récemment, dans le cadre d'un programme de rachat, LVMH a racheté 1,5 milliard d'euros d'actions. C'est quand même pas mal, et ce qui a aidé le cours à se maintenir, voire à continuer à augmenter. Alors, le problème, c'est le choix d'investissement pour les PDG, pour les dirigeants d'entreprise plus exactement. Si le but est la survie et l'évolution, la recherche, le développement à long terme, et même éventuellement l'évolution de l'objet principal de l'entreprise, alors ça peut être ça, la vue du PDG, ou bien ça peut être de générer un retour sur investissement sur quelques années, les années où le PDG sera là, de manière à engranger le maximum de bénéfices et satisfaire les actionnaires qui seront bien sûr très heureux de voir le cours de l'action monter et les dividendes augmenter. Alors, malheureusement, on a plein d'exemples d'entreprises comme ça qui ont été en fait pressurées de manière à tirer le maximum de bénéfices et qui ont été ensuite mises à genoux parce qu'elles n'étaient plus à jour, elles n'étaient plus compétitives, elles n'avaient plus les moyens de se rendre compétitives en fait, et elles ont déposé le bilan. Donc ça, on a beaucoup d'exemples, je ne vous en ai pas sorti parce que ça aurait été un peu long.
pour arriver à un bénéfice plus important, souvent on fait des sacrifices sur les salaires et les embauches. Et ça, c'est un problème, c'est que les meilleurs s'en vont. S'ils sont moins payés et s'ils sont mieux payés ailleurs, les meilleurs s'en vont. Et si vous n'embauchez pas de nouveau des gens compétents, vous êtes assez mal pour la continuation de l'entreprise dans le temps. De même pour les recherches et développement, si vous n'investissez pas dans la recherche et le développement, vous allez être complètement dépassé par la concurrence. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chinois subventionnent beaucoup les entreprises qui font de la recherche et du développement et leur vente d'ailleurs, de manière à empêcher les autres entreprises de consacrer un budget équivalent en recherche et développement. Et donc, deux options pour l'évolution de l'entreprise, pour la gestion de l'entreprise, et vous ne verrez jamais Warren Buffett investir dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire dans des actions à court terme, je dirais. Lui, il recherche beaucoup plus les actions à long terme où le dirigeant fait tout ce qu'il faut pour que l'entreprise continue à prospérer dans le temps. Alors, la recherche de la croissance, très important. Il faut savoir que tout maintenant est mesuré en termes de croissance du PIB, produit intérieur brut. Hein. Donc, la recherche de la croissance, c'est constant. Mais quelle est la croissance en France? Vous voyez que la croissance en France dans les années, je ne dis pas de bêtises, 60, était quand même relativement importante et que finalement, elle a commencé à diminuer ici avec le premier choc pétrolier. Puis on s'est maintenu à peu près à une moyenne aux alentours de 2,5% à peu près. Et dernièrement, on est plus sur une moyenne aux alentours de 1, 1,5. Je vous ai mis ici la moyenne de la croissance sur 10 ans glissant pour la France. Hein, donc, on voit bien que au premier choc pétrolier, on a vraiment subi quelque chose d'assez important comme diminution de croissance. Puis la croissance est stabilisée à un niveau relativement satisfaisant quand même de 2, 2,5. Et actuellement, donc en moyenne sur 10 ans glissants, on est plutôt aux alentours de 1%. Aux USA, ils s'en sont quand même mieux sortis que nous, en Allemagne aussi, mais il ne faut pas croire que c'est quand même mirobolant, hein, puisque, vous voyez, sur les dernières années, en croissance corrigée, ils sont à 0,9%, 1%, donc à peu près équivalent à nous, et on voit que l'Allemagne, à 1,8, moins 0,3, ne se porte au niveau croissance pas vraiment mieux que nous, au niveau croissance actuellement, hein, en 2023. 2024, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, bien sûr. Encore faut-il que les chiffres ne soient pas faussés. Dans la croissance, vous avez une part importante qui est l'immobilier, les mises en chantier en particulier. Donc, pourquoi? On dit toujours, quand l'immobilier va, tout va, en fait. La croissance augmente, il n'y a pas de problème. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau immobilier en France, là, vous avez les logements mis en chantier, hein, de 2006 à 2023-24 étant une estimation. Hein. Et on voit que globalement, nous étions aux alentours de 500 ici, et maintenant, nous plafonnons aux alentours de 380. Donc, il y a quand même beaucoup moins de construction qu'avant, et les constructions sont surtout maintenant sur le locatif intermédiaire, le locatif privé un petit peu, et le locatif social. C'est le locatif social qui a augmenté. Mais si on regarde les mises en chantier pour l'accession, on voit que là, la baisse est encore plus drastique. Donc, ça ne va pas si bien que ça. L'accession a fait moins 35% sur cette période. Le locatif social, plus 40%, c'est lui qui a augmenté. Hein. Le locatif privé, moins 50%. Au total, nous avons fait moins 30%. Donc, voilà l'ensemble des prix des logements anciens, cette fois. Ça, c'était pour la construction des logements nouveaux. Et ça, c'est les prix des logements anciens. On voit donc que parallèlement, les prix des logements anciens ont beaucoup augmenté. Et là, il y a problème. Il y a problème parce que dans la croissance, il y a un petit biais de calcul, je dirais. La croissance, en principe, ça représente la production. C'est quelque chose qu'on produit, un produit intérieur brut, une production. Mais
dans le calcul de la croissance est inclus le prix des logements. Et je vais vous expliquer comment. Imaginons que vous avez acheté une maison 500 000 € et puis que 5 ans plus tard, donc en 2024, vous la revendez 1 million. C'est la même maison, elle n'a pas bougé. Vous ne l'avez pas améliorée, vous l'avez juste entretenue, il n'y a pas de problème. Mais pendant ce temps, le marché a fortement progressé. J'ai un peu exagéré peut-être la progression. Eh bien, la différence, c'est-à-dire les 500 000 € de plus que l'acheteur, votre acheteur a payé par rapport à ce que vous aviez payé, eh bien, ces 500 000 € sont comptés dans la croissance. Or, il n'y a pas eu de création de richesse, il n'y a pas eu de création de produits. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple le plus frappant à mon avis, pour vous montrer que le calcul de la croissance, en fait, est faussé. Et je ne vous raconte pas, si je vais vous raconter une petite histoire, alors ça, je n'ai pas pu vérifier malheureusement, mais quelqu'un de confiance quand même m'a informé que l'argent de vente de drogue en France est compté dans la croissance. Effectivement, ça apporte des devises. Oui. Donc ça représente entre 3 et 8 milliards d'euros. Pas tout à fait négligeable dans le calcul quand même de la croissance, par exemple, mais pas tout à fait négligeable. Alors ça, bien sûr, c'est sous condition. Je n'en suis pas sûr, je n'ai pas pu le vérifier. Maintenant, voyons la part des dépenses publiques en France. En France, les dépenses publiques, jusqu'au premier choc pétrolier, en fait, en 1974, se plafonnaient aux alentours de 40% du PIB. C'est-à-dire que quand nous produisions 100, nous consacrions 40 à nos dépenses publiques, l'entretien des routes, les écoles, payer les hôpitaux, etc. Et puis on voit que ceci a fortement augmenté en pourcentage dans les dépenses du PIB pour se stabiliser aux alentours de 55%, mais c'est déjà très mauvais, 55% quand même. 55% de notre PIB est consacré à des dépenses publiques. Et là, actuellement, on est plutôt passé autour de... là, j'en étais à 52%, et là, maintenant, on est plutôt passé aux alentours de 55%. Donc, ça continue à augmenter, bien sûr, plus sur l'année 2020, puisqu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, mais ça a continué sur 2021 et sur 2022. Je n'ai pas les chiffres de 2023. Si vous voulez vérifier tout ça, vous allez ou bien sur l'INSEE ou bien sur le site Statista, qui est assez complet et permet d'avoir énormément de tableaux, énormément de comparaisons comme ça qui sont très intéressantes. Le problème, à mon avis, c'est que l'augmentation des dépenses publiques n'a pas permis de maintenir la qualité des services publics. Par rapport à ce que j'ai connu, ou même ce que vous avez connu peut-être, même si vous êtes jeune, il y a quelques années, ou une dizaine ou 20 ans, on voit nettement que les services publics, en fait, hôpital, école, entretien routier, etc., eh bien, tout ça a quand même un petit peu diminué en qualité. Bien que nous y consacrions beaucoup plus de parts de PIB que dans les années précédentes. Donc ça, c'est pas excellent tout ça. Donc on a aussi, bien sûr, une fausse croissance au niveau mondial. Comment se calcule la croissance? Je vous l'ai dit, c'est le produit intérieur brut. Quand on a une entreprise, si vous avez une entreprise ou si vous êtes comptable ou autre, vous savez qu'effectivement, on a d'un côté les produits, et de l'autre, les dettes, les dépenses, en fait. Donc, on appelle ça le passif. Eh bien, on n'a jamais vu une entreprise qui présentait ses résultats en présentant uniquement le côté produit. Évidemment, il présente toujours aussi le passif. Ça, ce n'est pas fait dans le calcul de la croissance. D'autre part, une diminution des stocks dans une entreprise entraîne une baisse proportionnelle des bénéfices. C'est-à-dire, plus vous diminuez le stock, plus votre actif, donc vos produits, doivent diminuer. Or, dans la croissance, le stock n'est pas comptabilisé, ce qui est en soi une aberration, parce que les stocks de tous les produits sur Terre ne sont pas éternels.
Alors vous me direz, il suffit de racheter des matériaux. Oui, mais dans ce cas, on crée de la dette. Hein. Et puis surtout, les matériaux ne sont pas inépuisables. Par exemple, pour le pétrole, hein, toujours d'après Statista, ça doit être le pétrole traditionnel et non exclu le pétrole de schiste ou autre. Donc nous avons environ 151 ans et demi, ils sont précis, hein, au rythme de production actuel. Ensuite, en stock de gaz, nous avons environ 53 ans, toujours au rythme des dépenses de production actuelles. Hein. Le charbon, environ 114 ans, donc là on est pour l'instant à peu près tranquille. L'uranium, environ 100 ans, mais sur la base des réacteurs de deuxième et troisième génération. Vous savez que maintenant on passe aux surgénérateurs, et avec les surgénérateurs, on a de l'énergie, enfin, c'est-à-dire de l'uranium, suffisamment pour des milliers d'années. Là, de ce côté, théoriquement, on est pareil. Donc, les stocks ne sont pas pris en compte. Au fur et à mesure que les années passent, nos stocks, de toute façon, diminuent. Si les stocks diminuent, normalement, on doit faire baisser le produit. Ce qui n'est pas le cas dans le calcul de la croissance, puisqu'on ne tient pas compte des stocks. Donc, il y a deux biais qui font que les chiffres de la croissance sont en fait une fausse idée de l'économie, je pense. Et je ne suis pas le seul, bien sûr. Donc, les métaux les plus menacés, on a également le cuivre, qui était rare aussi, mais le cuivre essentiellement. On a près de 90% des ressources en cuivre qui sont connues aujourd'hui. Et d'ici 2050, donc, on aura utilisé 90% de nos ressources en cuivre dans un scénario à 2 degrés. C'est amusant parce que ça dépend un petit peu aussi du réchauffement de la planète. En fait, plus on réchauffe, moins on produit et moins on a besoin de métaux. Pardon. Le cobalt également, mais ça c'est plus un critère, c'est pas vraiment un critère géologique, c'est plutôt un critère géopolitique pour le cobalt. Donc voilà ici le chiffre de la demande de cuivre donc entre 2010 et 2055 selon 2 scénarios climatiques, ce dont je viens de vous parler donc, et vous avez les réserves ici disponibles et ce qu'on mange entre guillemets, ce qu'on utilise pour d'ici 2050, d'ici 2055 pardon. Donc on voit que dans un scénario à 4 degrés, on a utilisé énormément, hein, une bonne partie, et dans un scénario à 2 degrés, on est quasiment à épuisement sur les stocks de cuivre. Ne vous inquiétez pas, le scénario à 2 degrés, il est out. Hein. Jamais on atteindra 2 degrés seulement de réchauffement. Donc, je pense qu'on se situera dans les 4 degrés, donc on tiendra un petit peu plus longtemps qu'indiqué ici sur le cuivre. Pour l'avenir des pays, quels qu'ils soient, ce qui est très important, c'est la recherche et le développement. Alors voilà ce qui est consacré aux USA. 3,41% du PIB est consacré à la recherche et développement aux USA, ce qui représente 713 milliards de dollars. En Chine, ça représente 400 à peu près, hein, le chiffre qu'on a, 400 milliards de dollars. Et en Europe, 382 milliards de dollars. Vous me direz, OK, tout va bien, on est encore dans la course. Le problème, c'est qu'en Europe, on est 27 et qu'il y a 27 biais de recherche, 27 organismes de recherche qui sont plus ou moins coordonnés et plutôt moins que plus. Ce qui fait qu'on est en train de rechercher avec des équipes différentes, avec un coût qui est le même, sur les mêmes axes de recherche. Donc, ce n'est pas très étonnant que nous perdions du terrain au niveau européen. On voit les pourcentages de PIB consacrés à la recherche suivant les pays. Vous voyez que les pays nordiques, la Belgique, entre autres, pas la Belgique, pardon, les pays nordiques, la Suède, la Finlande, le Danemark, étaient historiquement, c'est en bleu en 2001, ceux qui dépensaient le plus en recherche et développement. Et la bande jaune, c'est 2021. Vous voyez qu'ils ont maintenu à peu près, mais il y a beaucoup de pays comme la Belgique qui ont fortement augmenté, l'Autriche aussi a fortement augmenté, l'Allemagne a augmenté sa part de PIB consacrée à la recherche. Le Danemark, on en a parlé, les Pays-Bas ont augmenté aussi d'un pourcentage non négligeable. La France
n'a pas augmenté, quasiment pas. On est pratiquement au même niveau de revenus, de PIB consacré à la recherche en 2021 qu'en 2001. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir très facilement. Donc maintenant, comparons un petit peu ce qui s'est passé. Donc la croissance de l'Union européenne. Donc on passe ici sur l'Europe. Croissance de l'Union européenne avec une base 100 en 2009. Donc, vous voyez progressivement la croissance calculée, je vous l'ai dit de façon un petit peu douteuse quand même, a augmenté jusqu'à 2019. Bon, il y a la baisse de 2020, normale, et puis a continué à augmenter sur 2021, 2022, 2023 pour atteindre 21% par rapport à 2009. C'est-à-dire que 121 ici, 100 ici. Maintenant, on fait les marchés pendant ce temps. Donc, j'ai pris l'Eurostoxx 50, base 100 2009, et j'ai comparé, voilà l'évolution des valeurs de l'Eurostoxx 50 et comparé à l'évolution du PIB. Donc, on voit que l'augmentation des valeurs, 400%, pratique plus de 400%, 300% par contre, plus 300, par 400, l'augmentation des valeurs a été disproportionnée par rapport à l'augmentation du PIB. Alors, le PIB, c'est ce que produisent les valeurs, finalement, produisent les entreprises. Alors, est-ce qu'elles sont surévaluées? On ne peut pas vraiment le dire complètement, puisque le PER n'est qu'en moyenne de 21 à peu près. Donc, c'est relativement élevé, parce que historiquement, quand j'ai commencé tout au moins, on considérait qu'un PER normal, c'était 21, c'est pas exagéré comparativement à certaines valeurs lors de la bulle de 99 qui ont atteint des PER de 100 ou 150. C'est complètement ridicule. Donc on n'est pas encore dans une exagération, je pense, trop forte. Alors ce qui pourrait nous faire peur, ce qui pourrait nous amener à penser qu'il va y avoir éventuellement un marché baissier, c'est le VIX. Le VIX, vous ne connaissez peut-être pas, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur. Plus il est haut, plus la peur est présente, en fait. On voit qu'en 2008, par exemple, lors de la crise bancaire, la peur est beaucoup montée. Lors du crack, entre guillemets, de 2008, elle est redescendue pratiquement assez facilement, aussi relativement rapidement. En 2020 également, avec la Covid, la peur a beaucoup augmenté, c'était la baisse des marchés, ok, et puis on est revenu dans des indices en valeur moyenne tout à fait corrects. Et si on regarde 2000, on voit qu'en 2000, l'indice de la peur était relativement peu élevé. Bon, il y a eu quelques petits pics, mais rien à voir avec 2008 et 2020. Donc, est-ce que l'indice de la peur est vraiment pertinent pour considérer qu'un marché est en tension? Certains se le demandent, je me le demande aussi, mais bon, ça existe. Donc, c'est quand même quelque chose à surveiller. Mais il ne faut pas compter sur une augmentation énorme d'un indice de la peur avant une descente drastique des marchés. Parce que historiquement, on n'avait pas eu d'augmentation d'indice de la peur. Que quand le marché a fortement baissé, que ça a un peu augmenté, et puis ensuite c'est redescendu. Alors, le marché actuel, donc il faut savoir, pour résumer, que la quête de rentabilité court terme donc, entraîne une hausse des dividendes, des rachats d'actions, donc que ça diminue le potentiel de recherche, d'entretien des installations existantes, c'est important, et la qualité des ressources humaines employées. J'ai personnellement plusieurs amis dont les fils ingénieurs assez doués vont travailler en Allemagne, aux États-Unis, au Pérou même. C'est assez curieux, mais bon. À plus long terme, donc, le problème, c'est que les entreprises qui choisissent le chemin de la rentabilité immédiate sont condamnées à une baisse de compétitivité. Et ça, c'est ce qu'on peut craindre éventuellement, et ce qui peut éventuellement déclencher un marasme général, une sorte d'effet boule de neige qui entraîne sur un marché baissier assez long terme, parce qu'il faut du temps pour réorganiser toutes les entreprises et puis que ça reparte. Je pense que s'il y a un marché baissier, ça viendra non pas des valeurs technologiques, mais à l'origine des valeurs industrielles. Je le pense. Maintenant, je me trompe peut-être. De toute façon, si c'est le cas, ce sera ensuite exagéré par la chute des valeurs technologiques, et elles sont liées à l'activité industrielle quand même.
Mais donc, à court terme, il faut savoir que cette hausse de rentabilité favorise la hausse des cours de bourse ainsi que les rachats d'actions. Donc, j'ai mis 20, c'est 21. Le PER donc, est artificiellement maintenu à un niveau correct. Pourquoi artificiellement? Parce que si une entreprise vaut 10, par exemple, mais qu'elle est cotée 20, le PER va baisser en conséquence. Le PER, c'est ce qu'elles produisent, divisé par ce qu'elles valent, en gros. Donc, vous voyez que c'est un maintien, la hausse de la bourse favorise en fait de ne pas voir que les PER sont exagérés. Officiellement, les PER ne sont pas fortement exagérés. Voilà. Ça, c'est la partie, c'était la partie donc, fondamentale. Après, on va attaquer la partie technique. Alors, je regarde s'il y a des questions simplement. Alors, les élections à venir vont peut-être lancer le départ d'un joli mouvement baissier. J'en suis pas persuadé, peut-être. Hein. De toute façon, il y aura une réaction des marchés, au moins des marchés français, puis des marchés européens. Est-ce que ça peut entraîner le marché mondial général? Je ne sais pas. Au vu du cours de ce matin, bon, il y a eu une baisse relativement forte, mais beaucoup moins forte que ce à quoi je m'attendais personnellement. Et les marchés sont quasiment remontés. Donc, je vous vois, j'ai vu les marchés tout au moins remonter au niveau antérieur à très peu de choses près, quoi, à 1-2% près. Donc, ils ne sont pas affolés, les marchés ne sont pas affolés. Alors, le marché actuel est-il irrationnel? Bon, on fait de nouveau plus haut sur les indices et les actions, mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est l'or. L'or, c'est une valeur refuge, et l'or tutoie aussi ses plus hauts. L'or est passé et encore il était déjà haut, là, 1960, donc à 2430 à peu près. Or, l'or, c'est une valeur refuge, donc je vous disais, et l'or a une particularité, c'est qu'il ne rapporte rien. Une action, ça rapporte des dividendes. L'or ne rapporte rien. Donc, si on voit les États, les entreprises se diriger vers l'achat d'or, et même les particuliers éventuellement, mais ça joue à peu, c'est qu'il y a un problème, il y a une crainte en fait sur les marchés. Cette crainte se traduit par une augmentation des cours de l'or. Voilà, je n'ai pas tout à fait fini. Donc la volatilité corrigée du dos en pourcentage. Alors la volatilité, plus un marché est inquiet, plus un marché est baissier d'une manière générale, plus la volatilité est élevée. C'est-à-dire en gros, plus les bougies sont grandes. Hein. Donc ça, c'est mesuré avec un indicateur qui s'appelle l'average true range. Et donc, vous voyez ici, en rouge, c'est la volatilité jour par jour. Et voilà une moyenne. Donc, voilà ce qui s'est passé sur 2020. On a vu une volatilité augmenter. Et vous voyez que pour l'instant, la volatilité est relativement faible. Donc, on n'a pas d'indice de ce côté-là de début de marché baissier. J'utilisais aussi à l'époque de 99-2000 un petit indicateur qui peut éventuellement vous servir sur un graphe que vous mettez de côté. Hein. Sur un graphe en journalier, vous mettez tout simplement une moyenne mobile 150, une moyenne mobile 123. Et puis, vous voyez comment elle se comporte. Dans un marché baissier, vous avez forcément la 123 qui vient sous la 150. Ça prend un peu de temps, c'est-à-dire que vous voyez, les simples corrections comme ça n'influent pas pratiquement la position des deux moyennes mobiles. Et dans un marché baissier, vous verrez au bout de quelques mois les deux moyennes mobiles s'inverser. Et là, vous pourrez surveiller en fait la continuation éventuelle d'un marché baissier. Donc, comparaison des cours 99-2000 et 2023-2024. Donc voilà 99-2000, les cours ici. Et voilà 2023-2024. Vous voyez que contrairement à ici, on a eu une période relativement baissière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, on a une hausse quasiment linéaire. Une hausse quasiment linéaire qui ressemble un petit peu à ce qu'on a eu ici. Donc, à surveiller cette hausse qui est relativement extraordinaire quand même, une hausse assez forte des indices en ce moment. Alors, le dos, les valeurs industrielles restent haussiers. Donc, ça, pas de problème de ce côté-là pour l'instant. Bon,
avec quelques soubresauts quand même. Je vous ai mis les graphes de fin mai. On voit quand même qu'il y a eu des soubresauts, donc des périodes de baisse assez importantes. Et là, on est remonté, on doit être à, de mémoire, 38 900 ou un truc comme ça. Donc on est remonté, mais pas énormément. On n'est pas à 39 100. C'est à moins que ça ait bougé depuis. Donc vous voyez, il y a quand même des prémices, des à-coups baissiers comme ça, qui sont dus sûrement à des mauvaises nouvelles, mais ça ne devrait pas s'enchaîner de cette façon. Normalement, un à-coup baissier, on voit. Il y en a un peu ici, vous voyez, on ne le voit pratiquement pas sur le graphe. C'est un à-coup qui est relativement important parce qu'il fait 250 points là. Et là, ils sont beaucoup plus importants encore. Donc la méfiance de ce côté-là, il se peut que l'on ait des marchés, un marché baissier, donc qui peut intervenir même relativement rapidement. Mais attention, il ne faut pas partir trop tôt, mais juste se préparer à cette éventualité. Alors, techniquement maintenant, il y a un certain nombre de configurations. On voit très souvent en marché baissier, mais beaucoup moins en marché haussier. Alors, les tendances, on va les voir. Donc, ils sont ici, tendance en escalier, range, cassure de range, sous zone neutre, patate chaude, tendance en ligne, et une configuration temporelle que je vais vous montrer et vous expliquer. En premier lieu, les tendances en escalier. Alors, comment ça se passe? En fait, on passe de range en range à l'aide d'une marche droite, en fait, quasiment. Donc, vous voyez, on reste en range, on casse, on refait un range, on recasse, on refait un range, on recasse. Là, on monte un petit peu, le marché évolue à peu près normalement, je dirais. Et puis là, on refait un range, on recasse, et on repart sur un range. Ça fait comme un escalier, c'est pour ça qu'on appelle ça les tendances en escalier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement en marché haussier. C'est pas courant d'un enchaînement de ce type-là. Et pourtant, là, vous voyez, le graphe date du 30 avril 2024. Donc, on voit qu'on a déjà commencé à voir des tendances en escalier, c'est-à-dire des mouvements baissiers assez brusques et par paliers. Et les paliers qui ne tiennent pas successivement. Ce dont je voulais vous parler également, c'est une configuration temporelle qu'on va retrouver essentiellement sur le CAC ou le DAX, à partir de 9h jusqu'à 17h30, grossièrement. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez une baisse de 3h30, donc 3 à 4 heures, on va dire. Et puis, pendant 3 à 4 heures, le marché va remonter doucement sans dépasser le point de départ, en fait. Mais il va remonter doucement. Et c'est à partir de, en général, entre 14h et 15h30, bien sûr, que le marché, s'il a fait déjà cette configuration, à ce moment-là, il faut guetter une baisse éventuelle et se brancher dessus. Parce qu'il y a une forte probabilité que vous ayez une baisse derrière, d'une durée à peu près équivalente, mais un peu plus courte quelquefois, entre 2 et 4 heures, et si ça dure 2 heures, beaucoup plus violente également. Donc ça peut aller beaucoup plus bas que ce que j'ai marqué ici. Ça peut aller jusque-là, vous voyez, en 2 heures simplement. Alors, on n'a pas encore eu ce type de configuration pour l'instant, tout au moins je n'en ai pas vu, mais ça n'empêche pas de s'y préparer. Donc, si vous voyez que le marché a baissé pendant 3 à 4 heures, pendant toute la matinée, pratiquement jusqu'à 11 heures, disons, 11-12 heures, ensuite qu'il a remonté, il n'est pas resté à plat, il a remonté, il faut qu'il ait remonté. Et là, ensuite, vers une période, donc 3 à 4 heures plus tard que le bas de marché, vous guettez impérativement s'il n'y a pas un mouvement baissier qui se déclenche. Parce que ce mouvement baissier sera extrêmement payant. Alors, ce n'est pas systématique, bien sûr, mais c'est extrêmement souvent que ça se produit. Maintenant, je vous parlais du range avec faiblesse et cassure. Alors ça, c'est une configuration extraordinaire, enfin extraordinaire, intéressante parce qu'elle est très très visuelle, assez facile à voir. D'abord, il faut déterminer que les marchés sont dans un range. On voit ici que les marchés, effectivement, sont dans un range. Il y a un top, il y a un bas, et que s'est-il passé à l'intérieur? On est parti donc du bas, on a été jusqu'en haut. On est revenu au bas, on a été jusqu'en haut. On est revenu au bas, on a été jusqu'en haut. On est revenu au bas et on ne va pas jusqu'en haut. On s'arrête aux alentours de la moitié et se présente une cassure.
Quand vous avez ça, c'est-à-dire l'incapacité des cours à rejoindre juste le haut du range et une cassure derrière, cette cassure sera intéressante. Vous avez de fortes chances d'avoir un beau mouvement derrière à prendre dans le sens de la baisse. Donc, pour ceux qui n'interviennent que dans le sens de la hausse, ça peut poser effectivement quelques problèmes si jamais le marché devient baissier, parce que les baisses seront beaucoup plus puissantes que les hausses. La cassure de range sous zone neutre. Alors, qu'est-ce que j'appelle la zone neutre? J'appelle zone neutre la zone de la moyenne mobile exponentielle 150, ici en bleu, et du retracement 90, c'est-à-dire le milieu du plus haut et du plus bas des 90 dernières bougies. Le milieu. Plus haut, plus bas. Le milieu, c'est le retracement 90. Donc voilà, ça c'est une indication. En fait, dans cette zone, les cours ont des chances de ne pas avoir de tendance pratiquement. Et là, on voit un range qui s'établit sous cette zone, sous la zone délimitée, à peu près, hein, bien sûr, par le retracement 90 et la moyenne mobile exponentielle 150. Et bien là, dans ce cas, quand il y a cassure, c'est pareil. La cassure sera quasiment toujours rentable. Et de toute façon, très simple à suivre parce que vous aurez probablement la moyenne mobile 20. Ça, c'est valable à peu près sur toutes les unités de temps, sauf le 1 minute, bien sûr. En dessous du 5 minutes, il y a trop de bruit pour avoir des configurations vraiment propres. Donc, à partir du moment où vous avez cette cassure, vous avez probablement la MM20 descendante qui arrive à ce niveau-là. Ça, c'est typique. Ça, c'est une configuration que là, je l'ai pris, c'était le 16 mai. Donc, très récent également. Donc, on voit que ce type de configuration, simple mais efficace, a tendance à revenir assez facilement de nos jours. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important qui est la patate chaude. Donc, vous voyez un marché qui est relativement stable ici. Il y a eu une tentative baissière qui a été bien contrée, et puis on est revenu s'installer juste au-dessus en dessous d'une résistance, mais même s'il n'y avait pas la résistance de tracé, on aurait pu voir quand même que ici vous aviez un range, hein, un plus haut pratiquement et un plus bas, qui sont quasiment en ligne tous les deux. Et il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un départ haussier. Un départ haussier, vraiment une cassure du haut, hein, du plus haut, et derrière, ça descend. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un départ haussier qui a été initié par quelqu'un ou par plusieurs personnes, et les autres se sont branchés dessus, et qu'ont fait la majorité en fait des intervenants. Ils en ont profité pour ou bien vendre à découvert ou bien vendre eux-mêmes, parce que c'était une bonne opportunité. Donc, ils ont refilé à d'autres la patate chaude qui brûle, effectivement, puisque derrière, vous avez cassure à la baisse. Alors là, la configuration, elle est relativement simple. Si vous vous faites avoir par la patate chaude, il faut sortir, il n'y a pas de mystère. Mais si ça casse derrière, des ranges, patate chaude, cassure, là, vous avez quelque chose d'intéressant à trader parce que vous avez une forte probabilité de baisse derrière intéressante. Et là, c'est un graphe de Caen du 20 mai. Donc, un exemple typique de patate chaude. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Là, on est sur du 5 minutes. Oui, c'est un petit exemple de patate chaude après un range comme ça. Hop, on vient et on recasse derrière. Bon, pas terrible, pas grand intérêt ça. Bon, là, j'ai mis le gros plan, en fait. Donc, vous voyez le range ici, qui est sur 15h15 cette fois. C'est la même journée, en fait. Et puis, la patate chaude ici, qui vient, c'est-à-dire on casse vers le haut. On est immédiatement contré. Ça va zouiller un peu. Bien sûr, il y a même un pullback. Donc là, il faut le tenir, c'est pas évident. Mais déjà, si vous avez pris ici rien qu'une partie de cette défense, là, vous avez quand même pris 50 ou 60 points, ce qui n'est pas négligeable. Rien que cette petite partie, ça fait 50 ou 60 points. Ensuite, donc, un range et une belle descente derrière. Ça, c'est un graphe du 3 juin. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. C'est pas forcément typique des marchés baissiers, mais ça arrive beaucoup aussi dans les marchés baissiers quand ils sont propres. Là, je vous montre en fait un comportement typique de marché en fait. On commence par le petit range avant l'ouverture, bien sûr.
Et puis, regardez, on est au niveau de la zone neutre, c'est-à-dire on est neutre, il n'y a pas de tendance hein, pour l'instant. Et puis, on casse par le bas, on part en tendance. Qu'est-ce qui se passe? On part en tendance. Hop, ici, il y a une tentative de retournement qui se traduit par une action bougie rouge et une réaction bougie blanche qui arrive et qui revient sur quoi? Sur le retracement 90 et la moyenne mobile 20 descendante. Et ensuite, le mouvement continue. Bon, visiblement, moi, je suis arrivé par là, j'ai fait une vente ici. Et vous voyez, on continue. Alors là, l'idéal de rachat, ça pouvait être ici. Mais si vous avez racheté ici, ce n'était pas idiot non plus, dans la mesure où vous avez une grande bougie blanche, le marché vous donne beaucoup. Et on voit que derrière, donc, on revient sur un niveau de range un petit peu, et on dérive vers quoi? Vers la zone neutre. Pour arriver à la zone neutre, on s'arrête. Il y en a qui ont voulu redescendre, mais ça n'a pas suffi. On est resté au niveau de la zone neutre. Ça, c'est un graphe du 4 juin. Donc, là, c'était en aparté, juste pour vous montrer une journée typique avec des cassures, des retours moyenne mobile 20 et zone neutre, une tendance, un range et un retour sur zone neutre. Les deux sont joués. À partir du moment où on repasse ici, vous pouvez reprendre un trade à ce niveau-là. Vous êtes, entre guillemets, protégé, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos stops juste sous la MM20 et viser le retour à la zone neutre. L'avantage de la zone neutre, c'est qu'elle vous donne un objectif. Maintenant, en marché ici, vous avez également une configuration. Alors, ça arrive aussi en marché haussier. Ce que j'appelais les tendances en ligne, c'est-à-dire ce sont des tendances, vous voyez comment normalement les cours évoluent. Hein, des hausses, qui rangent, des baisses, etc. Hausse, baisse, hausse. Et tout d'un coup, une baisse en continu comme ça, pratiquement sans oscillation. Alors ça, il ne faut jamais aller contre. Jamais aller contre une tendance en XR. Jamais se porter acheteur, parce qu'on ne sait jamais quand ça va finir. Alors, ça peut finir de deux façons. Ça peut finir comme ici en cassure du canal baissier, auquel cas il faut savoir qu'il y a 80% de chances que le bas soit de nouveau retesté ou dépassé. Bien sûr, il y a quand même 20% de chances qu'il ne soit pas immédiatement, enfin dans les heures qui viennent, retesté ou dépassé. 80-20, c'est quand même plus à notre avantage. Et par contre, si ça sort en exagération, hein, si ça exagère par le bas, alors là, c'est un point de sortie, si vous êtes dedans, parce qu'il est probable que ce bas ne sera pas dépassé dans 80% des cas. On fait une accélération, retour dans le canal, vous avez 80% de chances que le bas ne soit pas dépassé. Vous pouvez éventuellement, dans ce cas, jouer un retour sur la zone neutre et vous permettre de stopper assez court puisque vous avez le bas précédent ici. Même chose ici, dans le sens de la hausse. Alors ça, c'est quelque chose qui était quand même du 17 janvier, oui, c'est ça, du 17 janvier, donc relativement ancien. Et là, c'est une haussière, cette fois, du 19 janvier aussi. J'enchaîne sur la biquette. Alors, le mardi 28 mai, voilà. Que se passe-t-il? Morsure est en orange, on part. Hop. Et puis, on se stabilise en formant non pas un range parfait, mais un triangle. Triangle baissier comme ça. Il y a quelques années, j'ai traîné des configurations équivalentes, dont une fois avec un trader qui avait de l'expérience quand même, hein, et à qui je disais, bon ben voilà, ça c'est un triangle, et puis nous allons casser vers le bas, et puis essayer de reprendre un petit peu une partie, au moins, de l'équivalent du mouvement ici. Et qu'est-ce qui se passe? On a eu la cassure vers le haut, et il m'a dit, j'achète. Dit non, t'achètes, oui, t'achètes, ben moi je vends. Ça, c'est ce que j'appelle une biquette, encore. Une fausse sortie vers le haut comme ça, qui sera suivie d'une, il y a la fausse sortie par le haut ici, une baisse derrière. Ici, ça n'a pas été si facile à trader, hein, bien sûr, mais une baisse relativement importante, et quelquefois même plus importante que la baisse initiale. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé le 28 mai. Donc ça, c'est relativement récent. Alors méfiez-vous des trucs comme ça.
Hein, quand vous avez une tendance qui est à la baisse, une correction sous forme même de range en fait, range relativement étroit ou de triangle, évitez de prendre les cassures haussières. Voilà, là, je vous ai mis des pages de mon livre qui est totalement épuisé maintenant. Hein. Donc c'est effectivement à ce moment-là, là je raconte l'histoire de la biquette, donc c'est pas nouveau. L'achat qu'il a fait à ce niveau-là, la vente que moi j'ai fait, et vous voyez la suite ensuite derrière. Donc voilà la biquette ici, et derrière, là, la cassure a été beaucoup plus propre et une tendance baissière assez importante puisqu'on a atteint en fait la distance équivalente à la baisse précédente. Donc un marché baissier, pour résumer, c'est peut-être pas pour demain, mais il faut en connaître les caractéristiques et savoir reconnaître ces petits pièges qui viennent, que je viens de vous montrer, ou ces petites configurations de marché qui sont typiques quand même et relativement simples. Je n'ai pas dit facile, hein, j'ai dit simple à trader. Il est nécessaire de faire ça parce qu'il ne faut pas que vous ayez en tête le marché haussier alors que le marché est baissier. Là, vous auriez malheureusement, vous crameriez votre compte. Alors, les données économiques, pour le moins intrigantes, moi je ne suis pas économiste, hein, j'ai un diplôme, mais il ne faut rien dire parce que j'y connais plus rien. Et moi, ça m'intrigue en tout cas. Je pense qu'il y a un peu anguille sur roche, en particulier dans les calculs de PER, en particulier dans les dépenses publiques, parce que finalement, le PER et les dépenses publiques sont liées dans le mauvais sens, l'évolution tout au moins. Pour l'instant, il faut savoir que les données graphiques ne mettent pas en cause en fait la hausse globale. Hein. Il y a juste quelques signes avant-coureurs parce qu'on commence à voir quelques structures qui ne sont pas ordinaires, qu'on ne voit que relativement rarement en marché haussier. Donc, c'est quelques signes techniques avant-coureurs. Et moi, en Europe et particulièrement en France, l'état des administrations, des structures en fait du pays m'inquiète, malgré, parce qu'on n'est pas dans un état extraordinaire, malgré un pourcentage du PIB qui est consacré, qui est en hausse constante, quasiment. Donc, on dépense plus, mais ça marche moins bien. Donc, il y a quand même un petit problème. Bon, mais donc, il ne faut pas croire que ça viendra, qu'un marché baissier ne viendra forcément que des US. Hein. Ça peut venir de l'Europe, ça peut venir bien sûr d'un problème de guerre, d'un problème d'élection coûteuse. Et donc, mais s'il faut savoir, c'est que si l'Europe tombe, l'Europe c'est le premier marché du monde, c'est plus gros que le marché américain, c'est plus gros que le marché chinois. Donc, si l'Europe tombe, en fait, compte tenu des énormes échanges internationaux, si l'Europe tombe, donc, en premier, eh ben, il ne faut pas rêver, ça aura des répercussions de toute façon sur le marché mondial en général. Et à mon avis, si l'Europe tombe, le marché mondial tombe, le monde tombe. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu cette préparation au marché baissier. Merci.